Casablanca, tout le monde attend quelque chose. Un visa, un bateau, un avion, une signature, un miracle. Et parfois, dans cette attente, une simple porte de café devient plus importante qu'une frontière. Parce que derrière cette porte, il y a Rick Blaine, un Américain qui regarde le monde s'écrouler avec un verre à la main, comme si plus rien ne pouvait encore le toucher. Casablanca, réalisé par Michael Curtiz en 1942, commence dans une ville qui n'a pas vraiment le luxe de dormir. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un Maroc placé sous l'autorité de Vichy, et la ville devient un passage presque mythique pour ceux qui fuient l'Europe occupée. On rêve de rejoindre Lisbonne, puis l'Amérique. Mais avant Lisbonne, il faut des papiers. Avant les papiers, il faut de l'argent. Et avant l'argent, il faut souvent accepter de se salir un peu les mains. C'est là que le film installe son premier grand mouvement. Casablanca n'est pas seulement une carte postale exotique de studio. C'est une salle d'attente sous tension, remplie de gens qui ont déjà perdu quelque chose. Certains ont perdu leur maison, d'autres leur pays, d'autres leur honneur. Et tous circulent dans la même chaleur, la même fumée, la même peur contrôlée. Le film nous montre d'abord la ville comme un mécanisme. Une voix explique les routes de l'exil, les chemins impossibles, les étapes que les réfugiés doivent franchir pour espérer sortir de la zone dangereuse. On comprend très vite que Casablanca n'est pas une destination. C'est un entonnoir. Les gens y arrivent épuisés, chargés de bijoux, de secrets, de promesses, de faux papiers, et ils se retrouvent bloqués dans une ville où chaque information a un prix. Ce détail est essentiel, parce qu'il change la manière dont on regarde Rick's Café américain. À première vue, c'est un lieu de nuit, de musique, de tables de jeu, de regards élégants. Mais plus le film avance, plus ce café ressemble à une miniature du monde. Les puissants y négocient, les policiers y observent, les profiteurs y attendent, les réfugiés y espèrent, les espions y passent. Et au milieu de tout cela, Rick prétend qu'il n'appartient à aucun camp. Il répète qu'il ne se mouille pour personne. Il veut que cette phrase devienne une armure. Il veut que les autres y croient. Peut-être même qu'il veut y croire lui-même. Rick Blaine, joué par Humphrey Bogart, entre dans le film avant d'être vraiment expliqué. On entend parler de lui, on voit son établissement, on voit les autres tourner autour de son nom. Et quand il apparaît enfin, il ne cherche pas à séduire la caméra. Il reste assis. Il signe un chèque. Il contrôle la pièce sans avoir besoin de hausser la voix. C'est l'un des grands secrets de Casablanca. Rick n'a pas l'air d'un héros classique. Il ne se présente pas avec une cause. Il ne court pas après une mission. Il ne parle pas de courage. Il donne plutôt l'impression d'un homme qui a déjà essayé de croire à quelque chose, et qui a été puni pour ça. Dans un autre film, on nous expliquerait immédiatement sa blessure. Ici, Casablanca préfère la laisser flotter. Rick est dur, mais pas brutal. Cynique, mais pas complètement fermé. Il refuse d'aider certains clients, puis laisse deviner qu'il pourrait aider quelqu'un d'autre sans jamais le dire directement. Il contrôle les règles de son café, mais il ne contrôle pas ce que la ville fait remonter en lui. Le premier vrai moteur dramatique arrive avec un objet très simple, des lettres de transit. Dans le monde du film, ces papiers peuvent permettre à leurs détenteurs de quitter Casablanca légalement, sans être arrêtés. Ils ne sont pas seulement des documents administratifs. Ils deviennent une forme de liberté pliée dans une enveloppe. Celui qui les possède peut ouvrir une porte que les autres regardent de loin. Et ces lettres arrivent dans l'histoire par Ugarte, joué par Peter Lorre, un petit trafiquant nerveux, presque fragile dans sa manière de sourire trop vite. Ugarte n'est pas un grand stratège. Il n'a pas la majesté d'un criminel sûr de lui. Il semble toujours à 2 secondes d'être découvert, et c'est justement ce qui rend sa présence inquiétante. Il a quelque chose de précieux, mais pas la force morale ou physique de le protéger longtemps. Ugarte confie les lettres à Rick avant d'être arrêté. Il croit que Rick pourra les garder, parce que Rick est l'homme qui ne prend pas parti. Et c'est là que le film pose une première question, sans la souligner. Peut-on vraiment rester neutre quand on détient la possibilité de sauver quelqu'un ? Rick accepte de garder les papiers, mais il ne transforme pas ce geste en engagement. Pour lui,
C'est presque une transaction de plus, une précaution dans un lieu où tout le monde cache quelque chose. Pourtant, le spectateur comprend déjà que ces lettres vont devenir le cœur de l'histoire. Elles vont attirer des regards, elles vont révéler les lâchetés, elles vont faire tomber les masques. Car Casablanca est un film de masques. Le capitaine Louis Renault, interprété par Claude Rains, porte le sien avec une élégance presque amusée. Renault est un homme de pouvoir, mais un pouvoir souple, glissant, adapté à l'occupation. Il sait flatter les Allemands quand il le faut, plaisanter avec Rick quand cela l'arrange, arrêter quelqu'un quand l'ordre arrive, et détourner les yeux quand son intérêt le commande. Il a compris que dans une ville comme Casablanca, la morale est souvent moins utile qu'un bon timing. Ce qui rend Renault fascinant, c'est qu'il n'est pas présenté comme un monstre. Il est charmant, rapide, ironique, presque drôle. Mais sous cette légèreté, il représente une forme très dangereuse de compromission. Il n'a pas besoin de croire profondément au mal pour le servir. Il lui suffit de suivre le courant, d'en tirer profit et de garder ses mains assez propres pour continuer à sourire. Face à lui, le Major Strasser, joué par Conrad Veidt, incarne une menace plus directe. Strasser arrive avec la certitude froide de l'autorité nazie. Il ne vient pas pour négocier l'âme de Casablanca. Il vient pour empêcher un homme de partir, Victor Laszlo. À ce moment du film, Laszlo n'est pas encore vraiment présent comme personnage intime. Il est d'abord une réputation, un nom, une force qui circule avant son corps. On sait qu'il est un chef de la résistance, qu'il a échappé aux nazis, qu'il représente quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même. Et cette manière de l'introduire est importante, parce que Casablanca fait de Laszlo un symbole avant de le montrer comme un homme. La ville entière semble se contracter autour de son arrivée. Les Allemands veulent l'empêcher de quitter Casablanca. Les réfugiés voient en lui la preuve que la résistance existe encore. Renault calcule comment rester du bon côté du rapport de force. Eric, lui, continue de prétendre que tout cela ne le concerne pas. Mais le film sait exactement ce qu'il fait. Il prépare le moment où le politique va entrer dans l'intime. Avant ce moment, Rick's Café nous donne l'une des plus belles idées du film. Dans un même lieu, chaque table raconte une fuite différente. Il y a ceux qui vendent des diamants, ceux qui cherchent des contacts, ceux qui tentent de gagner assez d'argent au jeu pour acheter leur sortie, ceux qui sourient trop fort parce qu'ils n'ont plus d'autre protection. Et au piano, il y a Sam, joué par Dooley Wilson. Sam n'est pas seulement un musicien d'ambiance, il est une mémoire vivante. Sa présence adoucit le café, mais elle rappelle aussi qu'il existe un passé que Rick ne peut pas entièrement effacer. Quand Sam joue, le film respire autrement. La musique devient un endroit où les personnages n'ont plus besoin de mentir aussi fort. Rick, lui, surveille tout. Il observe la salle comme un homme qui sait lire les faiblesses. Mais il ne se livre pas. Il laisse les autres venir à lui. Il laisse Renaud plaisanter, Ugarte paniquer, les clients supplier, les croupiers travailler. Tout passe par son café, mais presque rien ne semble entrer en lui. Presque rien. Parce que Casablanca installe Rick comme une forteresse, puis attend le bon visage pour ouvrir une brèche. Ce visage, c'est celui d'Ilsa Lund. Quand Ilsa arrive avec Victor Laszlo, le film change de température. Ingrid Bergman n'entre pas simplement comme l'ancienne amante du héros. Elle entre comme un souvenir qui a pris forme humaine. Jusqu'ici, Rick pouvait contrôler son établissement, ses réponses, ses silences. Mais il ne peut pas contrôler l'effet d'Ilsa dans la pièce. Le spectateur ne sait pas encore tout. Il voit seulement une femme qui reconnaît Sam, une femme qui demande une chanson liée à un passé commun, une femme qui comprend avant nous qu'elle vient de réveiller quelque chose de dangereux. Et quand Rick entend cette musique, sa réaction révèle davantage que n'importe quelle explication. Il avait interdit à Sam de jouer cet air. Ce n'était donc pas une simple chanson. C'était une porte fermée, et Ilsa vient de l'ouvrir. Le retour d'Ilsa est la vraie cassure émotionnelle du film. Pas parce qu'elle explique immédiatement ce qui s'est passé, mais parce qu'elle fait tomber le mensonge principal de Rick. Cet homme qui affirme ne se battre pour personne a déjà aimé. Cet homme qui prétend vivre, sans attache, a conservé une blessure assez vive pour commander le silence autour d'une mélodie.
Cet homme qui se croit à l'abri du monde découvre que le monde peut entrer par une chanson. La première rencontre entre Rick et Ilsa, à Casablanca, est pleine de retenue. Et c'est précisément cette retenue qui la rend puissante. Ils ne s'effondrent pas. Ils ne disent pas tout. Ils se regardent avec cette politesse douloureuse des gens qui ont beaucoup trop à cacher dans un lieu trop public. Victor est là. Renaud est là. Les ennemis ne sont jamais loin. Le café continue de fonctionner. Et pourtant, pour Rick, quelque chose vient de s'arrêter. Casablanca utilise alors un procédé très simple, mais très efficace. Le passé revient par fragments. Paris. Avant Casablanca, il y avait Paris. Une ville encore ouverte, encore lumineuse, mais déjà menacée. Rick et Ilsa s'y sont aimés dans une parenthèse suspendue, avec la guerre qui avançait en arrière-plan. Le film ne fait pas de Paris un simple décor romantique. Il en fait le contraire de Casablanca. À Paris, Rick était capable de sourire sans se défendre. Il avait une forme de légèreté. Il pouvait croire au présent, même si l'avenir devenait de plus en plus sombre. Avec Ilsa, il retrouve quelque chose qu'il avait peut-être perdu avant même de la rencontrer. La possibilité d'être vulnérable sans se sentir humilié. Mais ce bonheur est construit sous une horloge. Les Allemands approchent. La ville va tomber. Les trains deviennent des lignes de fuite. Chaque rendez-vous peut être le dernier. Et dans cette urgence, Rick et Ilsa décident de partir ensemble. C'est là que naît la blessure. Rick attend Ilsa à la gare. La pluie tombe. Le départ est imminent. Sam est là. L'atmosphère porte déjà le goût de l'abandon. Puis la lettre arrive. Ilsa ne viendra pas. Elle ne peut pas venir. Elle demande à Rick de ne pas chercher à comprendre. Pour Rick, cette phrase est une condamnation. Il ne reçoit pas seulement une rupture. Il reçoit une énigme sans réponse, au pire moment, dans une ville qui s'effondre. Il quitte Paris avec la douleur de l'homme abandonné, mais aussi avec l'humiliation de celui à qui l'on a refusé la vérité. Et c'est cette absence d'explication qui fabrique le Rick de Casablanca. Le cynisme de Rick n'est donc pas une pause gratuite. C'est une cicatrice organisée en personnalité. Il s'est construit une règle, ne plus dépendre de personne, ne plus croire aux causes, ne plus laisser une émotion décider de sa route. Son café devient une extension de cette règle. Un lieu où il contrôle l'entrée, l'argent, le jeu, la musique, les risques. Un lieu où tout peut être négocié, sauf son passé. Mais le passé revient toujours par ce qui semble le plus innocent. Une chanson. Un regard. Un nom prononcé trop doucement. Quand le film revient à Casablanca après Paris, la dynamique a changé. Nous ne regardons plus Rick comme un simple propriétaire désabusé. Nous comprenons qu'il joue un rôle. Nous comprenons que son refus de choisir cache une ancienne décision brisée. Et surtout, nous comprenons que les lettres de transit ne sont plus seulement un objet politique. Elles sont maintenant liées à Ilsa, à Victor, à l'amour perdu, au sacrifice possible. C'est ce croisement qui donne au film sa force durable. Casablanca n'oppose pas simplement amour et devoir comme deux idées abstraites. Il enferme ces deux forces dans un café, sous surveillance, avec des avions qui partent, des nazis qui attendent, des réfugiés qui espèrent, et un homme blessé qui détient peut-être la seule sortie possible. Rick veut croire qu'il peut rester spectateur. Mais le film a déjà commencé à le déplacer. La présence de Victor Laszlo accentue cette pression. Laszlo n'est pas jaloux comme on pourrait l'attendre dans un mélodrame ordinaire. Il ne se réduit pas à l'obstacle entre Rick et Ilsa. Il porte une autre forme d'amour. L'amour d'une cause, d'un peuple, d'une lutte qui dépasse sa propre sécurité. Paul Enraid lui donne une tenue presque calme. Une dignité qui ne cherche pas à dominer la scène, mais qui oblige les autres à se définir. Rick peut mépriser beaucoup de choses. Il peut se moquer des slogans, des uniformes, des beaux principes. Mais face à Laszlo, son cynisme rencontre quelqu'un qui a payé le prix de ses convictions. Et cela dérange Rick plus profondément qu'il ne veut l'admettre. Parce qu'au fond, Rick n'a pas toujours été neutre. Le film glisse des indices sur son passé. Il a déjà pris des risques pour des causes perdues. Il a déjà combattu du côté des opprimés. Il n'est pas né cynique. Il l'est devenu. Et c'est très différent. Cette différence crée une attente chez le spectateur. On ne se demande pas seulement si Rick va aider Ilsa.
On se demande si Rick va redevenir l'homme qu'il a tenté d'enterrer. Autour de lui, Casablanca continue de serrer l'étau. Ugart est arrêté. Les lettres sont cachées. Strachey surveille Laszlo. Renault surveille Rick. Ferrari, le propriétaire du Blue Parrot, observe les opportunités. Chaque personnage semble savoir qu'un déplacement minuscule peut changer le destin de plusieurs vies. Et pendant ce temps, Ilsa reste au centre du mystère. Pourquoi n'est-elle pas montée dans le train à Paris? Pourquoi apparaît-elle maintenant avec Victor Laszlo? A-t-elle trahi Rick ou a-t-elle été piégée par une vérité plus lourde que leur amour? Le film retarde ses réponses parce qu'il sait que la douleur de Rick vient précisément de ce retard. Nous sommes placés dans son manque. Nous savons assez pour ressentir la blessure, mais pas encore assez pour la juger correctement. Cette retenue est l'une des grandes élégances de Casablanca. Le film ne transforme pas Ilsa en coupable facile. Il ne transforme pas Rick en victime pure. Il laisse les souvenirs, les silences et les circonstances compliquer notre jugement. Dans un monde en guerre, aimer quelqu'un n'efface pas les obligations. Et être blessé ne donne pas automatiquement le droit de devenir injuste. La première partie du film fonctionne donc comme une mise en tension très précise. D'un côté, il y a la grande histoire, les nazis, la résistance, les routes d'exil, les papiers, la peur de rester coincé. De l'autre, il y a une histoire intime, un homme, une femme, une chanson, une gare sous la pluie. Et au centre, un objet minuscule, ces lettres de transit, capables de faire se rejoindre les deux tragédies. C'est pour cela que Casablanca tient encore. Le film ne demande pas au spectateur de choisir entre le cœur et le monde. Il montre que parfois, le cœur est l'endroit exact où le monde vient réclamer une décision. Rick ne le sait pas encore entièrement, ou plutôt, il refuse de le formuler. Mais à partir du moment où Ilsa revient dans son café, sa neutralité commence à se fissurer. Le décor n'est plus un refuge. La musique n'est plus une ambiance. Les lettres ne sont plus une marchandise. Et Casablanca, cette ville de passage, devient pour Rick l'endroit impossible où il va devoir arrêter de fuir. Après le retour d'Ilsa, Rick ne peut plus se cacher derrière l'élégance de son propre décor. La nuit continue, le café se vide, les employés rangent, les verres restent sur les tables, mais quelque chose a changé dans l'air. Ce n'est plus seulement une soirée à Casablanca. C'est le passé qui vient de s'asseoir au comptoir, sans demander la permission. Rick boit. Ce geste pourrait sembler banal pour un personnage de film noir, mais ici, il a une fonction précise. Jusqu'à présent, Rick tenait son rôle avec une maîtrise presque parfaite. Il décidait qui entrait, qui jouait, qui attendait, qui pouvait espérer une faveur. Mais seul, après le départ d'Ilsa, il perd cette distance. Il demande à Sam de rejouer la chanson qu'il voulait garder loin de lui. Il sait que cela va faire mal, et pourtant il y retourne. C'est souvent ainsi que Casablanca travaille ses émotions. Le film ne fait pas exploser la douleur tout de suite. Il la laisse tourner en boucle, comme une mélodie qu'on voudrait arrêter, mais qu'on réclame encore. Sam comprend mieux que personne ce qui est en train de se passer. Il a connu Rick à Paris. Il sait ce que cette chanson contient. Pour les clients, ce n'était qu'un air au piano. Pour Rick, c'est une archive entière, un visage, une ville, une gare, une promesse brisée. Et quand Ilsa revient pour tenter de lui parler, Rick n'est plus l'homme froid du début. Il est blessé, ivre, amer. Il ne cherche pas vraiment la vérité. Il cherche à faire payer à Ilsa la douleur qu'il porte depuis Paris. C'est une scène difficile parce qu'elle montre Rick sous un jour moins noble. Le film ne le protège pas entièrement. Il a souffert, oui, mais sa souffrance devient une arme. Il lance des mots qui ne servent pas à comprendre, seulement à blesser. Ilsa voulait peut-être expliquer, mais elle trouve devant elle un homme qui a passé des années à transformer son humiliation en mur. Ce moment empêche le film de devenir trop simple. Rick n'est pas seulement un homme romantique trahi. Il est aussi quelqu'un qui s'accroche à sa version des faits parce que cette version justifie sa fermeture au monde. S'il a été abandonné sans raison, alors son cynisme a une logique. S'il découvre une raison, une vraie, une raison humaine et tragique, alors tout ce qu'il a construit depuis Paris commence à trembler. Il s'appart sans avoir pu réparer quoi que ce soit. Et Rick reste avec sa colère,
mais une colère déjà moins solide qu'avant. Parce qu'il l'a revue, parce qu'elle n'a pas disparu dans un souvenir facile à haïr. Elle existe devant lui, avec ses silences, ses contradictions, sa douceur, sa peur. Elle n'est pas une lettre mouillée par la pluie. Elle est une personne. Le lendemain, la ville reprend son mouvement de piège. Victor Laszlo cherche un moyen de quitter Casablanca avec Ilsa. Officiellement, il faudrait des visas. Officieusement, tout le monde sait que les règles peuvent se tordre si l'on connaît la bonne personne, si l'on paie le bon prix, si l'on accepte la bonne humiliation. Mais Laszlo est un homme que les nazis surveillent de près. Sa présence dérange trop de monde. Il ne cherche pas seulement à sauver sa vie. Il doit continuer à représenter une résistance vivante. C'est là que le film rend la situation plus cruelle. Laszlo pourrait se cacher, négocier, disparaître dans le silence. Mais son nom lui-même est devenu dangereux. Quand il marche dans Casablanca, il transporte une idée que Strasser veut étouffer. Et cette idée, les papiers de transit pourraient l'emmener hors de portée. Rick détient donc bien plus qu'un moyen de fuite. Il détient la possibilité de laisser une voie continuer. Pourtant, quand Laszlo vient vers lui, Rick refuse. Il refuse de vendre les lettres. Il refuse d'expliquer clairement pourquoi. Et quand Laszlo comprend qu'Ilsa est liée à cette décision, la tension devient plus intime, mais aussi plus noble que prévu. Dans beaucoup d'histoires, deux hommes aimant la même femme seraient placés dans une rivalité agressive, presque mécanique. Casablanca choisit autre chose. Laszlo ne descend pas au niveau de la possessivité. Il observe Rick, mesure sa douleur, mais garde son attention sur l'essentiel. Sortir de Casablanca, poursuivre le combat, protéger Ilsa si possible. Ce calme rend Rick encore plus complexe. Il ne peut pas détester Laszlo facilement. Il aimerait peut-être le réduire à un obstacle, mais Laszlo ne lui offre pas cette facilité. Il est courageux, digne, presque impossible à rabaisser. Et Rick, face à lui, se retrouve pris entre deux blessures. L'amour perdu pour Ilsa et le respect involontaire qu'il ressent pour l'homme qu'elle accompagne. Pendant ce temps, Renaud continue de jouer son propre jeu. Le capitaine sait que Rick cache quelque chose. Il sait aussi que Strasser a besoin de résultats. Mais Renaud ne se précipite jamais sans calculer. Il laisse les tensions mûrir, il plaisante, il observe, il se donne l'air d'un homme qui ne prend rien trop au sérieux. Cette légèreté est sa méthode de survie. Dans un régime dangereux, Renaud préfère être utile à tout le monde et fidèle à personne, sauf à lui-même. Mais Casablanca ne le juge pas seulement par de grands discours. Le film montre sa corruption dans les petites transactions, les sous-entendus, les arrangements avec la dignité des autres. Et l'un des exemples les plus forts arrive avec un jeune couple bulgare, Jan et Anina Brandel. Ils sont jeunes, amoureux, bloqués, presque écrasés par un système qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ils veulent quitter Casablanca pour commencer une vie ailleurs. Mais ils n'ont pas assez d'argent. Anina comprend qu'une solution horrible pourrait exister. Obtenir l'aide de Renaud en échange d'elle-même. Le film aborde cette menace avec une grande retenue, sans insistance sordide, mais le malaise est clair. Anina vient parler à Rick. Elle ne lui demande pas directement de la sauver comme dans un conte. Elle cherche plutôt à savoir si Renaud est fiable, si son sacrifice aurait au moins un résultat. Et cette question place Rick devant une autre forme de transit. Il ne s'agit plus de grandes figures de la résistance, ni d'un amour ancien, ni d'un affrontement géopolitique. Il s'agit de deux inconnus, très petits face à la machine, qui risquent de perdre leur innocence pour un passage. Rick pourrait détourner les yeux. C'est même ce que son personnage prétend faire depuis le début. Il pourrait dire que ce n'est pas son problème, que chacun joue avec les cartes qu'il a. Il pourrait laisser Renaud profiter de son pouvoir. Personne ne l'obligerait à intervenir. Mais Rick intervient, et la manière dont il le fait est magnifique, parce qu'elle reste dans le langage de son propre monde. Il ne prononce pas un discours moral. Il ne se transforme pas soudain en saint. Il va à la table de roulette, donne à Jean l'indication nécessaire et fait en sorte que le jeune homme gagne assez d'argent pour acheter les visas. Ce geste dit presque tout. Rick aide, mais sans vouloir être remercié trop directement.
Il sauve la dignité du couple en laissant croire à une chance de jeu. Il utilise le casino, c'est-à-dire le mécanisme même du hasard et de l'argent, pour corriger une injustice. Et surtout, il se trahit lui-même. L'homme qui ne se mouille pour personne vient de prendre parti pour deux inconnus. À ce moment, Casablanca ouvre une fissure décisive dans son armure. Si Rick peut aider Jeanne et Anina, alors son indifférence n'est pas totale. Elle est choisie, entretenue, répétée. Elle peut donc être abandonnée. Le film place cette scène avant les grandes décisions finales, parce qu'elle prépare notre regard. Quand Rick dira plus tard qu'il agit pour une raison plus vaste, nous saurons que cette capacité était déjà là. Elle n'a pas surgi de nulle part. Elle était enfouie sous la douleur, sous l'alcool, sous l'ironie, mais elle respirait encore. La réaction de Renaud est d'ailleurs révélatrice. Il comprend ce que Rick vient de faire, même si Rick refuse de l'avouer. Il voit que son ami n'est pas aussi cynique qu'il le prétend. Et cette lucidité rend leur relation très savoureuse. Renaud admire Rick, s'amuse de lui, le provoque, et peut-être, quelque part, se demande s'il existe encore en lui-même une possibilité semblable de changement. Mais pour l'instant, Renaud reste Renaud. Il suit les forces dominantes. Il sourit au danger. Il garde son confort. La pression monte encore lorsque Laszlo revient au café. Cette fois, le lieu qui semblait être un refuge ambigu devient une scène politique ouverte. Les officiers allemands chantent, imposent leur présence par la voix, par le volume, par l'assurance de ceux qui croient posséder l'espace. Dans un café rempli de gens qui ont fui l'Europe, ce chant n'est pas une simple provocation musicale. C'est une occupation sonore. Laszlo comprend immédiatement l'enjeu. Il ne peut pas laisser cette salle être conquise jusque dans son souffle. Il demande à l'orchestre de jouer la Marseillaise. Mais même ce geste nécessite un accord silencieux, parce que tout, dans le café, passe encore par Rick. Les musiciens regardent vers lui. Ils attendent son signe. Rick pourrait refuser, il pourrait éviter l'incident. Il pourrait protéger son commerce, ses intérêts, sa neutralité de façade. Mais il donne son accord. Et alors, la musique change la pièce. La Marseillaise s'élève, d'abord comme une réponse, puis comme une libération. Les réfugiés se lèvent, chantent, couvrent les voix allemandes. Certains visages se remplissent de larmes, non pas parce que la guerre est gagnée, mais parce que pendant quelques instants, la peur recule. Les gens qui étaient dispersés par l'exil retrouvent une forme de communauté. Ils n'ont pas de visa, pas d'armée dans la salle, pas de garantie pour demain. Mais ils ont une chanson, une langue, une mémoire et quelqu'un qui ose les rassembler. C'est l'une des scènes les plus puissantes du film parce qu'elle transforme un café de studio en champ de bataille morale. Aucun coup de feu n'est tiré. Aucun plan militaire n'est révélé. Pourtant, la résistance devient visible. Eric, en autorisant cette chanson, choisit déjà plus qu'il ne veut l'admettre. Ilsa regarde aussi cette scène. Elle voit Victor dans sa vérité la plus profonde. Pas seulement comme son mari, mais comme un homme dont la présence peut redonner du courage à une salle entière. Cela complique encore son cœur. Son passé avec Rick est réel. Son amour pour lui n'a pas été une illusion. Mais Victor porte quelque chose qu'elle ne peut pas réduire à un devoir froid. Il est lié à une cause qui dépasse leur triangle amoureux. Casablanca refuse donc de donner au spectateur une solution émotionnelle confortable. Si Victor était faible, lâche ou cruel, le choix d'Ilsa serait simple. Si Rick était seulement égoïste, notre attachement à lui serait moins fort. Si Ilsa avait simplement menti par caprice, le film perdrait sa profondeur. Mais les trois personnages ont une part de vérité. Et c'est pour cela que chaque décision fait mal. La scène de la Marseillaise a une conséquence immédiate. Strasser est humilié. Renaud reçoit la pression. Le café de Rick doit être fermé. Officiellement, il y a une excuse, une irrégularité, un prétexte presque comique autour du jeu. Mais tout le monde comprend la vraie raison. Rick's Café vient de laisser apparaître une résistance collective sous le nez des autorités. La neutralité commerciale du lieu n'est plus crédible. Quand Renaud ferme le café, le film franchit une étape importante. Rick ne peut plus se cacher dans son établissement comme dans une zone séparée du monde. Son lieu a été marqué. Son choix a été vu.
Et même s'il essaie encore de faire comme si rien n'était définitif, les autres personnages commencent à comprendre qu'il n'est plus exactement l'homme du début. La ville se resserre. Laszlo doit partir, mais il est surveillé. Ilsa doit choisir, mais son passé la rattrape. Renaud doit obéir, mais son ironie commence à montrer ses limites. Stracé doit contrôler la situation, mais il sent que l'influence de Laszlo peut contaminer même une salle de café. Et Rick, lui, possède toujours les lettres. Ces lettres deviennent presque insupportables à force d'être petites. 2 morceaux de papier, et pourtant tout le monde tourne autour. Elle pourrait sauver Victor. Elle pourrait sauver Ilsa. Elle pourrait enrichir Rick. Elle pourrait piéger quelqu'un. Elle pourrait prouver que Rick n'a plus de cœur, ou au contraire révéler qu'il en a encore un. Le film avance alors vers une confrontation plus intime. Car Ilsa ne peut plus rester simplement dans l'attente. Elle sait que Rick possède ce dont Victor a besoin. Elle sait aussi que Rick ne prendra pas une décision juste parce qu'on la lui demande poliment. Il y a entre eux trop de douleurs, trop de non-dits, trop de souvenirs mal enterrés. Pour obtenir les lettres, il faudra rouvrir Paris. Pas le Paris des sourires et des promenades, le Paris de la vérité. Celui de la gare, de la lettre, de l'absence, et de ce secret qu'Ilsa n'a jamais pu expliquer à Rick. Et quand cette vérité approche, Casablanca prépare son mouvement le plus délicat. Transformer une histoire d'abandon en histoire de sacrifice. Cette transformation ne se fait pas avec un grand discours. Elle commence dans une pièce fermée, avec une femme qui n'a presque plus d'options, et un homme qui tient entre ses mains le seul objet capable de changer la fin. Ilsa vient voir Rick parce que le temps manque. Victor ne pourra pas rester longtemps à Casablanca. Les Allemands resserrent leur surveillance, Renaud calcule, les sorties se ferment. Les lettres de transit sont devenues plus qu'un espoir. Elles sont peut-être la dernière chance. Mais Rick refuse encore. Pas seulement parce qu'il est prudent. Pas seulement parce qu'il veut se protéger. Il refuse parce que ces lettres lui donnent enfin un pouvoir sur la blessure de Paris. Pendant des années, Rick a subi l'abandon d'Ilsa comme une violence sans réponse. Maintenant, pour la première fois, c'est elle qui a besoin de lui. C'est elle qui se retrouve devant une porte qu'il peut ouvrir ou garder fermée. Et ce pouvoir est dangereux. Casablanca comprend très bien que l'amour blessé peut devenir une forme de vengeance. Rick n'a pas besoin de crier pour le montrer. Son calme suffit. Son ironie suffit. Il sait qu'Ilsa souffre, mais il veut qu'elle sente un peu de ce vide qu'il a porté depuis la gare. Il veut une explication, mais il veut aussi qu'elle arrive trop tard, parce qu'une vérité donnée au bon moment aurait pu le sauver. Une vérité donnée maintenant risque seulement de lui prouver qu'il a gâché des années dans l'amertume. Ilsa sort alors une arme. Le geste est brutal, mais il ne transforme pas la scène en menace ordinaire. Le revolver dit surtout l'impasse. Ilsa n'est pas une manipulatrice sûre d'elle qui joue avec Rick. Elle est acculée entre l'homme qu'elle a aimé, l'homme qu'elle accompagne, la guerre, et la responsabilité de sauver une vie qui compte au-delà d'elle-même. Rick lui dit de tirer. Et dans cette provocation, il y a quelque chose de terrible. Il ne croit pas vraiment qu'elle puisse le faire. Ou peut-être qu'il veut savoir jusqu'où elle est prête à aller. Il pousse la scène vers un point où la vérité ne peut plus reculer. Si elle tire, tout est fini. Si elle ne tire pas, elle devra enfin parler. Elle ne tire pas. L'arme tombe, et avec elle tombe aussi la version simple de leur histoire. Ilsa avoue ce que Rick ignorait à Paris. Victor Laszlo était son mari. Elle l'avait cru mort. Elle avait aimé Rick dans cette croyance, dans cette douleur, dans cette parenthèse où la vie semblait lui rendre quelque chose alors que le monde s'effondrait. Puis, au moment de partir avec Rick, elle a appris que Victor était vivant. Pas seulement vivant. Caché, malade, en danger. Alors elle a choisi de rester. Ce n'était pas un caprice. Ce n'était pas une trahison légère. Ce n'était pas l'abandon froid que Rick avait imaginé pendant des années. C'était une décision impossible prise dans le chaos. Une décision où chaque option détruisait quelqu'un. Partir avec Rick aurait signifié abandonner Victor au moment où il avait le plus besoin d'elle. Rester avec Victor signifiait briser Rick sans lui donner l'explication
qui aurait pu rendre la douleur supportable. Et Casablanca laisse cette vérité agir lentement. Rick ne devient pas immédiatement lumineux. Une blessure de plusieurs années ne se corrige pas en une phrase. Mais son monde intérieur se déplace. L'ennemi qu'il avait construite dans sa mémoire n'existe plus. La femme qui se tient devant lui n'est pas celle qu'il a quittée par manque d'amour. Elle l'a quittée parce que la guerre avait replacé un mort dans le monde des vivants. Cette révélation est l'un des grands virages émotionnels du film, parce qu'elle oblige Rick à perdre quelque chose auquel il tenait sans l'avouer, son droit à la rancune. Tant qu'Ilsa était coupable dans son esprit, Rick pouvait rester fermé. Il pouvait boire, sourire froidement, refuser les causes, regarder les réfugiés comme des problèmes de passage. Mais si Ilsa n'était pas simplement coupable, si leur amour a été broyé par des circonstances plus grandes qu'eux, alors Rick doit regarder sa propre vie autrement. Il n'a pas seulement été abandonné, il a été pris dans l'histoire. Et cette idée change tout. Ilsa, elle aussi, ne cherche plus à contrôler ce qu'elle ressent. Elle avoue qu'elle aime encore Rick, qu'elle ne sait plus quoi faire, qu'elle est épuisée de devoir choisir entre des fidélités qui la déchirent. Pour la première fois depuis son arrivée à Casablanca, elle cesse de porter seule une dignité silencieuse. Elle remet la décision entre les mains de Rick. Cette confiance est bouleversante, mais elle est aussi dangereuse. Parce qu'en disant à Rick qu'il doit penser pour eux deux, Ilsa lui donne un pouvoir immense. Il pourrait décider par désir. Il pourrait utiliser les lettres pour fuir avec elle, laisser Victor derrière, récupérer l'amour perdu et corriger Paris comme si les années n'avaient été qu'un détour. Et c'est précisément là que le film devient plus grand qu'une romance. Car Rick commence à comprendre que l'amour ne peut pas simplement effacer le monde autour d'eux. Il pourrait gagner Ilsa et perdre ce qui reste de lui-même. Il pourrait prendre sa revanche sur Victor. Mais il saurait qu'il a sacrifié un homme dont la survie compte pour beaucoup d'autres. Il pourrait transformer Casablanca en compensation personnelle. Mais le prix serait trop lourd. Pour l'instant, Rick ne révèle pas encore son plan. Il absorbe la vérité, il mesure la situation, il reprend une forme de calme. Mais ce calme n'est plus celui du cynique. C'est le calme de quelqu'un qui commence à choisir. Pendant que Rick et Ilsa se rapprochent de cette décision, Victor Laszlo suit sa propre ligne de courage. Il se rend à une réunion de résistants, cherche des contacts, continue d'organiser la lutte alors que chaque déplacement peut le faire arrêter. Il sait qu'il est surveillé. Il sait que Strasser veut le neutraliser. Mais Laszlo ne peut pas se permettre d'exister seulement comme un homme qui fuit. S'il quitte Casablanca, ce n'est pas pour disparaître dans le confort. C'est pour continuer à agir. Cette nuance est importante. Les lettres de transit ne sont pas une récompense pour un héros abstrait. Elles sont un outil dans une guerre d'influence, de messages, de morale. Laszlo vivant et libre représente une humiliation pour les nazis, mais aussi une preuve pour ceux qui résistent encore. Tant qu'il peut parler, se déplacer, organiser, il contredit l'idée que la peur a tout conquis. Rick voit cela. Même s'il ne le dit pas tout de suite, il le voit. Et Victor, de son côté, comprend peu à peu qu'Ilsa et Rick ont partagé quelque chose de profond. Le film aurait pu rendre Laszlo aveugle pour faciliter le triangle amoureux. Il choisit au contraire de lui donner une forme de lucidité. Laszlo n'est pas dupe des regards, des silences, des tensions. Il sent qu'il y a une histoire entre eux, et peut-être même que cette histoire n'est pas morte. Mais sa réaction n'est pas celle d'un propriétaire jaloux. Lorsqu'il parle à Rick, Laszlo ne demande pas seulement les lettres pour lui-même. Il finit par demander quelque chose de plus douloureux, que Rick aide Ilsa à quitter Casablanca, même si cela signifie qu'elle parte avec lui. Il est prêt à se sacrifier pour qu'elle soit sauvée. Ce geste répond, sans bruit, à la tentation de Rick. Là où Rick pourrait vouloir reprendre Ilsa pour réparer sa propre blessure, Victor pense d'abord à la protéger. Cette noblesse rend le choix final encore plus difficile. Parce que désormais, Rick ne peut plus se raconter une histoire confortable. Il ne peut pas dire que Victor ne mérite pas de partir. Il ne peut pas dire qu'Ilsa n'a jamais aimé sincèrement. Il ne peut pas dire que le monde extérieur ne le concerne pas. Chaque illusion tombe l'une après l'autre, et quand les illusions tombent, il ne reste qu'une question.
Que va-t-il faire avec la vérité? Casablanca construit alors une mécanique de suspense très élégante. Nous savons que Rick possède les lettres. Nous savons qu'Ilsa l'aime encore. Nous savons que Victor doit partir. Nous savons que Strasser ne laissera pas faire. Nous savons que Renaud peut arrêter qui il veut, mais qu'il est aussi sensible aux opportunités. Tous les éléments sont sur la table, pourtant la combinaison finale reste incertaine. Rick commence à manœuvrer. Il parle avec Renaud. Il laisse entendre qu'il serait prêt à livrer Victor, ou du moins à participer à un piège. Pour Renaud, cette proposition paraît crédible, parce qu'elle correspond à l'image qu'il a de Rick. Un homme capable de choisir son intérêt, surtout si une femme est en jeu. Rick semble offrir une solution parfaite. Renaud pourrait arrêter Laszlo au moment où celui-ci recevrait les lettres, Strasser serait satisfait, et Rick pourrait garder Ilsa. Mais avec Casablanca, il faut toujours regarder ce que Rick dit, puis regarder ce qu'il permet aux autres de croire. Depuis le début, Rick contrôle les pièces autour de lui en laissant les gens sous-estimer sa part morale. Maintenant, il utilise cette erreur. Il sait que Renaud le croit cynique. Il sait que Strasser le voit comme un propriétaire de café, irritant, mais contrôlable. Il sait qu'Ilsa elle-même ne connaît pas encore toute la décision qui se forme en lui. Et parce que tout le monde pense comprendre son désir, personne ne voit entièrement son sacrifice arriver. Le génie du plan de Rick, c'est qu'il naît de sa réputation. Pendant des années, il a joué l'homme qui ne se mouille pas. À présent, ce masque devient utile pour accomplir l'inverse. Renaud peut croire qu'il vend Laszlo parce que Rick a longtemps cultivé cette possibilité. Strasser peut croire que la situation reste sous contrôle, parce que Rick n'a jamais affiché de courage politique direct. Ilsa peut croire qu'il choisira leur amour, parce qu'il vient de l'accueillir à nouveau. Mais Rick, lui, a commencé à voir plus loin. Ce n'est pas qu'il aime moins Ilsa. Au contraire, le film rend son amour plus profond en le séparant de la possession. À Paris, aimer Ilsa voulait dire partir avec elle. À Casablanca, aimer Ilsa va peut-être vouloir dire la laisser partir. Cette idée pourrait être mélodramatique si elle était posée trop vite. Mais Casablanca l'a préparée avec patience. La scène du jeune couple a montré que Rick pouvait aider sans réclamer le centre. La Marseillaise a montré qu'il pouvait choisir un camp sans encore le reconnaître publiquement. La vérité d'Ilsa a brisé sa rancune. La dignité de Laszlo a rendu la vengeance impossible. Tous ces mouvements convergent vers le même point. Rick doit devenir l'homme capable de faire le bon geste quand personne ne l'y oblige. Et c'est cela, finalement, qui distingue le sacrifice du simple malheur. Subir une perte n'est pas la même chose que choisir une perte pour sauver quelque chose de plus grand. Rick a subi Paris. Il va choisir Casablanca. Avant d'arriver à l'aéroport, le film laisse encore planer l'ambiguïté. Les personnages se déplacent, les accords semblent se faire, les pièges semblent se refermer. On sent que Rick prépare quelque chose, mais le film garde son plan suffisamment secret pour que le spectateur reste dans une tension active. Va-t-il vraiment trahir Victor? Va-t-il partir avec Ilsa? Va-t-il utiliser Renaud? Va-t-il se faire arrêter? Jusqu'à la fin, Casablanca protège l'incertitude morale de son héros. Cette incertitude est renforcée par le décor même de la ville. Les rues nocturnes, les contrôles, les ombres. Les départs imminents donnent l'impression que chaque minute est empruntée. Rien n'est stable à Casablanca. Les promesses peuvent être annulées, les papiers peuvent changer de main. Une autorisation peut devenir une arrestation. Un ami peut devenir complice, ou témoin, ou obstacle. Rick se trouve exactement au centre de cette instabilité. Mais cette fois, au lieu de la subir, il va s'en servir. Renaud pense accompagner Rick vers une victoire personnelle. Strasser pense encore pouvoir empêcher Laszlo de quitter la ville. Ilsa pense peut-être que son avenir se joue entre deux hommes. Victor pense surtout à continuer le combat. Et le spectateur, lui, sent que quelque chose de plus profond se prépare. Non pas seulement une évasion, mais le moment où Rick va enfin se définir. Car depuis le début, la question n'a jamais été seulement qui obtiendra les lettres. La vraie question est plus intime. Quand le monde force Rick Blaine à choisir entre sa blessure et sa conscience, laquelle des deux va parler le plus fort?
La réponse arrive dans le brouillard. Pas dans une salle de tribunal, pas dans une déclaration héroïque, pas même dans le café où tout semblait devoir se régler. Casablanca conduit ses personnages vers l'aéroport, dans un espace presque irréel, avec la nuit autour d'eux, les silhouettes qui se découpent à peine, et cet avion qui attend, comme une promesse prête à disparaître. Ce choix de décor compte énormément. L'aéroport n'a pas la chaleur du café, ni la mémoire de Paris. C'est un lieu de passage pur, presque abstrait. On y vient pour quitter une vie et entrer dans une autre. On y parle vite, parce que les moteurs ne patientent pas. On y signe, on y ment, on y vérifie des papiers. Et dans ce brouillard, les visages deviennent plus fragiles, comme si le film retirait peu à peu les protections qui restaient. Rick arrive avec Ilsa, Victor, Renaud, les lettres de transit, et un plan que lui seul connaît entièrement. Jusqu'ici, Ilsa pouvait encore croire qu'il allait partir avec elle. Rick lui a laissé cette possibilité parce qu'il devait garder le contrôle jusqu'au dernier instant. Il ne pouvait pas expliquer trop tôt. Il ne pouvait pas laisser l'émotion ouvrir une faille dans la mécanique. À Casablanca, une seconde d'hésitation peut suffire à perdre un avion, une vie, une cause. Mais maintenant, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Rick remet les lettres pour Victor et Ilsa. Et soudain, le vrai choix apparaît. Il ne va pas garder Ilsa. Il ne va pas utiliser son amour comme réparation. Il ne va pas transformer le passé en droit de possession. Au moment même où il pourrait enfin corriger la gare de Paris à son avantage, il comprend que corriger une blessure ne signifie pas toujours obtenir ce qu'on avait perdu. Parfois, cela signifie devenir meilleur que l'homme que la blessure avait fabriqué. Ilsa ne comprend pas tout de suite. Et c'est normal. Toute la logique intime des dernières scènes semblait l'entraîner vers Rick. Elle lui a dit qu'elle l'aimait encore. Elle lui a laissé la décision. Elle a cru, peut-être, que leur histoire pouvait reprendre là où la guerre l'avait brisée. Mais Rick voit désormais une conséquence qu'elle ne veut pas regarder en face. Si elle reste avec lui, Victor partira seul ou sera perdu. Et si Victor est perdu, Ilsa ne portera pas seulement le chagrin d'un choix amoureux. Elle portera la conscience d'avoir abandonné un homme dont la survie pèse sur d'autres vies. Rick le sait. Il sait même qu'un jour, si elle restait, cette vérité finirait par entrer entre eux. Alors il lui parle avec une clarté qui fait mal. Il ne nie pas leur amour. Il ne le réduit pas à un souvenir. Au contraire, il le prend assez au sérieux pour ne pas le salir par une fuite égoïste. Il lui fait comprendre que ce qu'ils ont eu à Paris restera réel, précisément parce qu'ils ne vont pas le transformer en trahison à Casablanca. La célèbre idée du film se trouve là. Ils auront toujours Paris. Cette phrase n'efface pas la perte. Elle lui donne une forme. Paris ne peut pas être repris, mais il peut être sauvé dans la mémoire. Si Rick et Ilsa tentaient de voler l'avenir de Victor pour ressusciter leur passé, Paris deviendrait autre chose. Une excuse, une faute, une illusion. En laissant Ilsa partir, Rick protège aussi ce qu'ils ont été. C'est d'une cruauté douce. Parce que le film ne prétend jamais que le bon choix ne coûte rien. Rick souffre. Ilsa souffre. Ce n'est pas une victoire sentimentale au sens confortable. C'est une décision adulte. C'est-à-dire une décision qui accepte que l'amour puisse être vrai, sans devenir la réponse à tout. Victor, lui, doit monter dans l'avion avec Ilsa. Il ne sait peut-être pas toute la profondeur de ce qui vient de se jouer. Ou peut-être en comprend-il assez pour garder le silence. Laszlo est un homme de regard et de tenue. Il sait que Rick vient de faire quelque chose d'immense, mais le temps ne permet pas une scène de reconnaissance appuyée. L'urgence absorbe les émotions. L'avion attend. La guerre continue. Et c'est justement ce qui rend le sacrifice de Rick plus fort. Il n'y aura pas de récompense publique. Pas de foule qui l'applaudit. Pas de grande réparation immédiate. Il agit dans un brouillard presque privé, pour que d'autres puissent partir. Renaud assiste à tout cela avec une surprise croissante. Il pensait peut-être voir Rick réaliser son désir personnel. Il découvre à la place un Rick plus dangereux, parce qu'un homme qui choisit enfin une cause devient moins facile à manipuler. La complicité légère entre eux change de nature. Jusqu'ici, Renaud pouvait jouer avec Rick comme avec un cynique de sa propre famille morale.
Maintenant, Rick lui montre une autre possibilité. Mais le danger n'est pas encore passé. Stracé apprend ce qui se produit. Il comprend que Laszlo va lui échapper. Et son arrivée brise la délicatesse du sacrifice par la brutalité du pouvoir. Stracé ne vient pas discuter d'un chagrin amoureux. Il vient empêcher un ennemi politique de quitter Casablanca. Pour lui, les sentiments de Rick, le dilemme d'Ilsa, la noblesse de Victor, tout cela n'a aucune importance. Seul compte le contrôle. Il tente d'arrêter le départ. Rick sort son arme. La tension est sèche, presque simple. Après tant de dialogues, de sous-entendus, de regards, de négociations, le conflit se concentre dans un geste immédiat. Stracé veut appeler la tour de contrôle, empêcher l'avion de partir. Rick l'avertit. Stracé continue. Rick tire. Ce coup de feu est un point de non-retour. Rick ne peut plus prétendre être neutre. Il ne peut plus se cacher derrière son café, ses plaisanteries, son refus d'engagement. En abattant Strasser pour permettre à l'avion de décoller, il entre ouvertement dans le conflit. Son choix intime devient un acte politique. Il sauve Ilsa, il sauve Victor, mais il se condamne aussi à quitter l'existence confortable qu'il avait construite. L'avion part. Et le film laisse cette image porter tout ce que les personnages ne peuvent plus dire. Ilsa monte vers une vie incertaine, mais nécessaire. Victor poursuit une lutte qui le dépasse. Rick reste au sol, dans la brume, avec la trace de son sacrifice et le corps de Strasser comme preuve irréversible. L'amour s'éloigne dans le ciel, et pourtant Rick n'est pas diminué. Il est brisé, oui, mais redressé. C'est l'un des paradoxes les plus émouvants de Casablanca. Rick perd Ilsa une seconde fois, mais cette fois, il ne redevient pas l'homme abandonné de Paris. À Paris, il avait subi l'absence. À Casablanca, il organise le départ. À Paris, il n'avait pas compris. À Casablanca, il comprend trop bien. À Paris, la perte l'avait enfermé. À Casablanca, la perte le libère de lui-même. Renaud doit maintenant décider quoi faire. La police arrive. La situation pourrait être simple. Rick a tué Strasser, il doit être arrêté. Renaud pourrait sauver sa position en livrant Rick immédiatement. Il pourrait prouver son obéissance, se replacer du côté du pouvoir, continuer comme avant. Il en a l'habitude. Le système lui offre une sortie lâche, presque automatique. Mais Renaud regarde Rick, regarde le moment, et choisit à son tour une phrase qui change son destin. Il ordonne d'arrêter les suspects habituels. Cette réplique fonctionne parce qu'elle est drôle, bien sûr, mais elle est beaucoup plus qu'un trait d'esprit. Elle signale que Renaud vient de refuser l'évidence officielle. Il voit le coupable devant lui, et il décide de ne pas le nommer. Pour un homme comme Renaud, habitué aux arrangements, c'est presque la forme la plus naturelle que peut prendre un réveil moral. Détourner la procédure, mais cette fois dans le bon sens. Casablanca ne transforme pas Renaud en héros pur d'un seul coup. Ce serait trop facile. Il reste Renaud, avec son élégance, son ironie, sa capacité à glisser entre les lignes. Mais son geste prouve qu'il peut utiliser cette souplesse autrement. Jusqu'ici, il s'adaptait au pouvoir pour survivre. Maintenant, il s'adapte à la situation pour protéger Rick et permettre que le sacrifice ait un avenir. Le basculement de Renaud répond à celui de Rick. Rick a cessé de faire semblant de n'avoir aucun camp. Renaud cesse de faire semblant que tous les camps se valent tant qu'on peut en tirer avantage. Et ces deux transformations ne viennent pas d'un sermon. Elles viennent d'un enchaînement de gestes. Un chant autorisé, un jeune couple aidé, des lettres remises, un avion laissé partir, un coupable volontairement ignoré. Le film déplie la morale par l'action. Après le départ de l'avion, Rick et Renaud marchent ensemble dans le brouillard. Cette marche finale pourrait sembler légère après tant de douleurs, mais elle contient une promesse étrange. Rick a perdu Ilsa, son café est compromis, son avenir à Casablanca est terminé, et pourtant il n'est pas seul. Renaud, qui représentait l'arrangement cynique, devient le compagnon possible d'une nouvelle route. La dernière phrase sur leur amitié naissante donne au film une sortie inattendue. Casablanca ne se termine pas sur un baiser. Il ne se termine pas sur Ilsa en larmes dans les bras de Rick. Il ne se termine pas sur Victor triomphant devant une foule. Il se termine sur deux hommes qui s'éloignent, l'un ayant retrouvé sa conscience,
l'autre ayant peut-être découvert la sienne. Ce choix est audacieux. Le film aurait pu chercher une image romantique plus directe. Il aurait pu rester dans le regard d'Ilsa, dans la douleur de Rick, dans la grandeur de Laszlo. Mais il préfère conclure sur le mouvement. Rick ne retourne pas à sa table. Il ne reprend pas son verre. Il ne rentre pas dans le café comme si tout pouvait recommencer. Il marche. Et cette marche indique que le sacrifice n'est pas seulement une fin. C'est un départ. Il y a aussi une grande intelligence dans la manière dont Casablanca traite Ilsa dans cette conclusion. Elle part avec Victor, mais elle n'est pas punie pour avoir aimé Rick. Le film ne la réduit pas à une femme indécise qu'il faudrait juger. Elle a aimé deux hommes dans des circonstances impossibles, mais ces deux amours n'avaient pas la même place, le même temps, la même responsabilité. Rick le comprend avant elle, ou du moins il accepte de porter la décision qu'elle ne pouvait plus prendre seule. Certains spectateurs pourraient se demander si Ilsa aurait dû choisir Rick. Le film répond autrement. La question n'est pas seulement ce qu'Ilsa veut dans l'instant. La question est ce qu'elle pourra vivre ensuite sans se détruire intérieurement. Rick voit que si elle abandonne Victor, une part d'elle restera dans cet avion qu'elle n'aura pas pris. Il la laisse partir pour lui éviter une culpabilité qui aurait fini par abîmer leur amour. C'est pourquoi le sacrifice de Rick n'a rien d'une posture froide. Il n'est pas en train de choisir une idée abstraite contre une femme réelle. Il choisit aussi le futur moral d'Ilsa. Il choisit de ne pas devenir l'homme qu'elle regretterait d'avoir suivi. Et cela change notre lecture de son héroïsme. Rick ne devient pas héroïque parce qu'il cesse d'aimer. Il devient héroïque parce qu'il aime sans se placer au centre de la récompense. Il accepte que le bonheur immédiat ne soit pas toujours la mesure du bon choix. Dans un film moins fin, cette idée pourrait sembler dure ou moralisatrice. Ici, elle naît de chaque scène précédente. Elle est préparée par la ville, par la guerre, par les visas, par la chanson, par la vérité de Paris, par la dignité de Laszlo. Rien n'est gratuit dans ce final. Même les lettres de transit, qui pourraient paraître presque irréalistes par leur pouvoir absolu, fonctionnent comme un symbole parfaitement lisible. Elles posent une question simple à chaque personnage. Que vaut la liberté quand elle ne peut être donnée qu'à quelques-uns ? Ugart voulait les vendre. Ferrari voulait en tirer avantage. Renault voulait les contrôler. Strasser voulait les neutraliser. Victor en avait besoin pour continuer la lutte. Ilsa les voyait comme le salut impossible. Rick, finalement, les transforme en instruments de sacrifice. Un même objet révèle toutes les âmes autour de lui. C'est une des raisons pour lesquelles Casablanca reste si clair malgré la densité de ses enjeux. Le film parle de guerre, d'exil, de résistance, de collaboration, d'amour, de mémoire, de corruption, mais il accroche tout cela à des gestes que le spectateur comprend immédiatement. Qui possède les lettres ? Qui peut partir ? Qui reste ? Qui chante ? Qui détourne le regard ? Qui agit quand agir coûte quelque chose ? La simplicité de surface cache une précision dramatique redoutable. Et quand on revient mentalement au début, le chemin de Rick apparaît avec une netteté presque parfaite. L'homme assis dans son café, persuadé d'avoir remplacé la foi par le contrôle, se retrouve à risquer sa vie pour permettre à d'autres de continuer. Il ne retrouve pas Paris. Il retrouve l'homme qu'il était capable d'être avant que Paris ne le brise. Le brouillard final n'efface donc pas les choses. Au contraire, il les révèle. Il révèle que Rick n'était pas condamné par sa blessure. Il révèle qu'Ilsa n'était pas définie par son absence à la gare. Il révèle que Laszlo n'était pas un rival pratique, mais une nécessité morale. Il révèle que Renault, même compromis, pouvait encore choisir un geste juste. Il révèle surtout que dans Casablanca, personne ne sort vraiment intact, mais certains sortent plus lucides. Le film se ferme sur une perte, mais pas sur le désespoir. Et c'est peut-être ce qui donne à sa fin cette force si particulière. Elle laisse le spectateur avec une douleur qui respire. Cette douleur qui respire explique peut-être pourquoi Casablanca ne se comporte pas, dans la mémoire collective, comme un simple film ancien. Il ne reste pas seulement parce qu'il a une intrigue efficace. Il reste parce que chaque spectateur peut y reconnaître une forme de choix perdu. Un moment où l'on aurait voulu garder quelqu'un, mais où la vie demandait autre chose.
un moment où l'on a compris trop tard, un moment où aimer ne suffisait pas à simplifier le monde. Et pourtant, ce qui frappe quand on regarde Casablanca aujourd'hui, c'est la limpidité de sa construction. Rien ne paraît lourd. Le film avance vite, presque avec la fluidité d'une conversation. Les scènes s'enchaînent comme si elles étaient naturelles, alors qu'elles déplacent sans cesse les rapports de force. Une information arrive, puis elle devient une pression. Une pression devient une décision. Une décision révèle un personnage. Ce rythme vient aussi de la nature même du récit. Casablanca est un film de transit. Les personnages ne peuvent pas s'installer. Ils passent d'un bureau à un café, d'une table à une arrière-salle, d'un souvenir à une rue nocturne, d'une promesse à un avion. Même les émotions sont en transit. L'amour de Rick et Ilsa n'appartient plus complètement au passé, mais il ne peut pas devenir un avenir. La neutralité de Rick n'est plus crédible, mais son engagement n'est pas encore déclaré. Renaud n'est plus entièrement lâche, mais il n'est pas encore sauvé de lui-même. Tout le film existe dans cet entre-deux. C'est pour cela que le titre a une telle force. Casablanca, dans le film, n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un état moral. On y est coincé entre ce que l'on a été et ce que l'on va devoir devenir. On y attend un départ, mais ce départ exige un prix. On y peut mentir un certain temps, puis les circonstances finissent par demander une réponse. Rick a voulu transformer cette attente en commerce. Il a fait de son café un endroit où les autres patientent, paient, boivent, négocient. Mais lui aussi attendait. Il attendait sans le dire. Il attendait une explication, un apaisement, peut-être une raison de croire à nouveau que son passé n'avait pas seulement produit du vide. Ilsa arrive comme cette explication, mais pas comme une consolation facile. C'est important, parce que beaucoup de romances cherchent à réparer la douleur en donnant enfin aux amoureux ce qu'ils désiraient. Casablanca fait quelque chose de plus amer et plus durable. Il donne à Rick la vérité, puis lui demande de vivre avec cette vérité sans réclamer la récompense. Il découvre qu'Ilsa l'a aimé. Il découvre qu'elle ne l'a pas abandonné par froideur. Il découvre que leur amour a vraiment compté. Et après avoir reçu tout cela, il doit quand même la laisser partir. Voilà pourquoi la fin touche si profondément. Rick ne se sacrifie pas dans l'ignorance. Il se sacrifie après avoir obtenu ce qui aurait pu le rendre égoïste. Il sait qu'il s'aime encore. Il sait qu'il pourrait tenter quelque chose. Il sait que, dans un monde normal, leur histoire aurait peut-être eu une autre forme. Mais le monde de Casablanca n'est pas normal. C'est un monde de guerre, de fuite, d'occupation, où les choix privés transportent des conséquences publiques. Le film ne dit pas que l'amour est petit devant l'histoire. Il montre plutôt que l'amour, quand il est grand, doit parfois comprendre l'histoire. Cette nuance évite au final de devenir une leçon froide. Rick ne choisit pas la cause parce qu'il cesse d'être amoureux. Il choisit parce qu'il comprend que son amour pour Ilsa doit lui épargner une faute. Et peut-être aussi parce qu'il comprend que Victor Laszlo, avec toute sa droiture, n'est pas seulement le mari qui le sépare d'elle. Il est l'homme dont le monde a besoin à ce moment-là. Laszlo pourrait paraître trop parfait si le film insistait trop sur lui. Mais Casablanca utilise cette perfection apparente comme une pression sur Rick. Victor n'est pas là pour voler la femme aimée. Il est là pour rendre impossible une décision médiocre. Sa dignité oblige Rick à se hisser à la hauteur de la situation. Et c'est souvent ainsi que les grands personnages secondaires fonctionnent. Ils ne changent pas seulement par eux-mêmes, ils forcent le héros à se voir. Ilsa, elle, reste l'une des figures les plus délicates du film, parce que son rôle pourrait facilement être mal compris. Elle n'est ni un prix à gagner, ni une énigme décorative. Elle est la personne qui porte la contradiction la plus intime. Elle aime Rick, elle est liée à Victor, elle a déjà vécu un deuil, puis le retour impossible de celui qu'elle croyait mort. Sa confusion n'est pas une faiblesse de scénario. Elle est la conséquence humaine d'une situation presque invivable. Quand elle dit à Rick de décider pour eux deux, ce n'est pas parce qu'elle n'a aucune volonté. C'est parce que toutes ses volontés se contredisent. Elle veut protéger Victor. Elle veut retrouver Rick. Elle veut être fidèle au passé. Elle veut survivre au présent. Elle veut cesser de mentir. Elle veut ne détruire personne.
À un certain point, une personne peut être si déchirée qu'elle ne sait plus quelle vérité doit parler en premier. Rick prend alors la décision. Mais il ne la prend pas pour dominer Ilsa. Il la prend parce qu'il voit plus clairement, à cet instant précis, la forme future de leur douleur. S'ils partaient ensemble, le film suggère qu'ils ne retrouveraient pas Paris. Ils emporteraient Casablanca avec eux. Ils emporteraient l'abandon de Victor, la cause interrompue, la culpabilité, la dette. Leur amour serait réel, mais il ne serait plus innocent. Rick comprend que certains souvenirs ne peuvent rester beaux que si l'on renonce à les posséder une seconde fois. Cette idée donne à Paris une place très particulière dans le film. Paris n'est pas seulement un flashback romantique. C'est une preuve que Rick a été vivant autrement. C'est aussi une preuve qu'Ilsa n'a pas menti sur tout. Le souvenir de Paris n'annule pas la réalité de Casablanca, et Casablanca ne détruit pas Paris. Les deux lieux restent séparés par la guerre, par le temps, par les choix. Rick les distingue enfin. Il cesse de demander au présent de réparer exactement le passé. C'est une maturité douloureuse. Et peut-être que le film a traversé les décennies parce qu'il ne vend pas une version facile de la maturité. Grandir, ici, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas renoncer à sentir. C'est sentir pleinement, puis agir malgré la tentation de tout ramener à sa propre blessure. Cette lecture rend aussi le personnage de Renaud plus intéressant. Au début, il ressemble à un homme qui a résolu le problème moral en n'en ayant plus. Il flotte, il s'adapte, il plaisante, il transforme la corruption en style personnel. Mais Rick, en changeant, crée autour de lui une onde de choc. Renaud voit un homme qu'il croyait semblable à lui choisir une ligne plus haute. Et au moment décisif, il suit cette ligne à sa manière. Sa décision finale est presque comique, mais elle contient une rupture sérieuse. Renaud ne devient pas soudain un résistant flamboyant. Il commence par un mensonge administratif. Il protège Rick en maquillant la vérité. C'est très fidèle à lui, et c'est pour cela que le geste fonctionne. Le film ne lui donne pas une conversion fabriquée. Il prend son talent pour l'arrangement et l'oriente vers une forme de courage. Ainsi, Casablanca ne raconte pas seulement la transformation d'un homme. Il raconte une contagion morale discrète. Laszlo réveille la salle avec un chant. Ilsa réveille Rick avec la vérité. Rick réveille Renaud avec un sacrifice. Et chaque réveil reste adapté à celui qui le vit. Cette contagion existe aussi dans la salle de cinéma. Le spectateur regarde Rick prendre la bonne décision. Et le film l'invite à se demander, sans le dire lourdement, ce qu'il aurait fait à sa place. C'est là que Casablanca dépasse le simple plaisir de l'intrigue. Il nous place dans une zone où la bonne décision est claire seulement au moment où elle devient coûteuse. Avant le coup, tout le monde peut se croire noble. Rick, lui, devient noble au moment où il perd ce qu'il désirait le plus. La réussite du film tient aussi à son mélange de tons. Casablanca peut être grave sans être pesant. Il y a de l'ironie, des répliques vives, des personnages secondaires savoureux, des regards de comédie presque sèches. Cette légèreté n'affaiblit pas le drame. Elle le rend plus humain. Dans une ville d'exil et de peur, les gens continuent de plaisanter, de tricher, de séduire, de négocier, de jouer. La vie ne se met pas en pause parce que l'histoire est tragique. C'est même cette cohabitation qui donne au café sa vérité émotionnelle. On peut y entendre une chanson d'amour pendant qu'un homme cherche des papiers. On peut y rire d'une hypocrisie policière pendant que des réfugiés tremblent. On peut y boire du champagne et sentir que le monde brûle derrière la porte. Casablanca comprend que les périodes les plus sombres ne ressemblent pas toujours à un cri continu. Elles sont faites de contrastes quotidiens, de petits plaisirs fragiles, de compromis et de sursauts. Rick's Café devient alors plus qu'un décor célèbre. C'est une chambre d'écho. Chaque personnage y apporte sa stratégie de survie. Ugart y apporte sa nervosité. Renaud son charme compromis. Ferrari son opportunisme. Sam sa mémoire musicale. Laszlo son courage public. Ilsa son passé. Rick son refus de souffrir à nouveau. Et le café, en les réunissant, force leur vérité à se croiser. Il y a une autre raison pour laquelle le film reste si facilement mémorable. Ces répliques semblent simples, mais elles arrivent au bon endroit émotionnel. Elles ne flottent pas hors du récit,
comme des slogans ajoutés pour devenir célèbres. Elles naissent d'une pression précise. Quand Rick évoque Paris, la phrase porte toute la mémoire du flashback. Quand Renaud parle des suspects habituels, l'humour porte tout son basculement. Quand Rick imagine une amitié avec Renaud, la légèreté porte la promesse d'un nouveau combat. Le film a donc fabriqué des phrases qui vivent en dehors de lui. Mais leur vraie force se trouve dedans. Isolées, elles sont élégantes. Dans le récit, elles deviennent des cicatrices, des décisions, des masques qui tombent. La reconnaissance venue ensuite, les récompenses, les classements, la place immense du film dans l'histoire du cinéma, tout cela peut parfois donner l'impression que Casablanca était destiné à devenir un monument. Mais ce qui est beau, c'est que le film ne se regarde pas comme un monument figé. Il reste mobile, vivant, presque étonnamment léger dans sa manière d'avancer. On peut le revoir pour l'amour, pour Bogart, pour Bergman, pour la musique, pour les ombres, pour la guerre en arrière-plan, pour Renaud, pour le final. Et à chaque fois, un autre fil apparaît. Un premier visionnage peut se concentrer sur Rick et Ilsa. Un autre peut révéler la précision de Renaud. Un autre encore peut faire sentir la tristesse des réfugiés anonymes, ceux qui ne recevront jamais les lettres de transit, ceux qui chantent parce que chanter, et tout ce qu'il leur reste à cet instant. C'est peut-être là que le film est le plus émouvant, dans ses marges. Derrière le triangle central, il y a une foule de vies suspendues. Des gens qui n'auront pas tous un avion, pas tous un héros, pas tous une scène finale. Casablanca donne à cette foule assez de présence pour que le sacrifice de Rick ne soit pas seulement romantique. Il appartient à un monde rempli de gens qui ont besoin que quelqu'un, quelque part, cesse de se protéger. À la fin, Rick ne sauve pas tout le monde. Le film ne ment pas jusque-là. Il sauve ceux qu'il peut sauver, au moment où il peut le faire, avec ce qu'il possède. Et dans un monde aussi cassé, c'est déjà immense. Ce que Casablanca sauve, au fond, ce n'est pas seulement Victor Laszlo, ni seulement Ilsa, ni même seulement Rick. Le film sauve une idée très fragile. L'idée qu'un être humain peut encore changer de direction au moment où tout semble déjà décidé. Rick aurait pu rester fidèle à sa blessure. Renaud aurait pu rester fidèle à sa lâcheté élégante. Ilsa aurait pu rester prisonnière de sa confusion. Victor aurait pu devenir un simple symbole sans chair. Mais le film refuse de figer ces personnages dans leur première apparence. Il les regarde au moment où la pression devient assez forte pour révéler ce qu'ils valent vraiment. C'est pour cela que Casablanca garde une telle intensité, malgré son apparente simplicité. On peut résumer l'intrigue en quelques phrases. Un homme cynique retrouve la femme qu'il a aimée, découvre pourquoi elle l'a quittée, puis la laisse partir avec son mari résistant. Mais cette phrase ne contient presque rien de l'expérience du film. Elle ne contient pas la fumée du café, le regard d'Ilsa quand la chanson revient, l'ironie de Renaud, la dignité de Laszlo, la pluie de Paris, le brouillard de l'aéroport, ni cette sensation étrange que chaque décision intime est surveillée par l'histoire. Le film est grand parce qu'il rend visibles les forces invisibles. La peur de rester bloqué dans une ville, la honte de collaborer, la tentation de se croire neutre, la fatigue de fuir, la douleur d'aimer quelqu'un trop tard, le besoin de croire qu'une chanson peut encore couvrir une voix ennemie. Tout cela circule sous les dialogues, sous les sourires, sous les politesses. Et quand le final arrive, nous n'avons pas seulement suivi une intrigue. Nous avons senti un monde entier se refermer autour d'un choix. La fabrication même du film participe à ce sentiment de précision. Michael Curtiz dirige Casablanca avec une efficacité qui ne cherche pas à attirer l'attention sur elle-même. Sa mise en scène ne dit pas au spectateur « Regardez comme je suis brillante ». Elle organise plutôt les regards, les entrées, les distances, les ombres, pour que la tension passe naturellement d'un personnage à l'autre. Dans Rick's Café, on comprend presque toujours qui observe qui cache quoi, qui espère une faveur, qui risque d'être découvert. La caméra sert le mouvement moral de la scène. Cette discrétion est une force. Le film ne semble pas vouloir devenir un monument. Il semble vouloir résoudre, scène après scène, la situation de ses personnages. C'est peut-être pour cela qu'il vieillit si bien.
Certains classiques portent leur importance avec lourdeur. Casablanca, lui, continue d'avancer comme une histoire racontée au bon rythme, avec assez de mystère pour attirer, assez de clarté pour retenir, et assez de douleur pour rester après le générique. Humphrey Bogart apporte à Rick une qualité essentielle. Il rend la fermeture séduisante, mais jamais totalement admirable. On comprend pourquoi les autres le respectent. On comprend pourquoi Ilsa a pu l'aimer. Mais on voit aussi que son cynisme a un coût. Bogart ne joue pas Rick comme un homme simplement cool. Il laisse passer de l'épuisement, de l'amertume, parfois une vraie petitesse dans la colère. Et grâce à cela, son sacrifice final n'est pas une décoration héroïque. C'est une conquête sur lui-même. Ingrid Bergman, face à lui, donne à Ilsa une lumière très particulière, mais cette lumière n'est pas seulement romantique. Il y a chez elle une inquiétude constante, comme si chaque scène lui demandait de retenir plusieurs vérités en même temps. Elle peut sourire avec douceur et sembler déjà au bord des larmes. Elle peut regarder Rick comme un amour retrouvé, puis Victor comme une responsabilité vivante. Son visage porte la contradiction sans la simplifier. Paul Enraid a une tâche plus difficile qu'il n'y paraît. Victor Laszlo pourrait devenir raide, purement symbolique, presque inaccessible. Mais son calme donne au film un centre moral. Il ne vole pas les scènes par éclat. Il les stabilise. Quand il fait chanter la Marseillaise, ce n'est pas l'ego d'un homme qui parle. C'est la présence d'une cause qui reprend de la place dans une salle occupée par la peur. Claude Rains, lui, rend Renaud inoubliable parce qu'il comprend le plaisir du personnage sans masquer sa corruption. Renaud est charmant et c'est précisément ce qui le rend dangereux. S'il était seulement répugnant, il serait facile à rejeter. Mais il amuse, il séduit, il semble toujours avoir une phrase d'avance. Le film nous fait goûter son intelligence avant de nous demander ce qu'elle vaut moralement. Et son dernier geste fonctionne, parce que nous savons que cet homme sait mentir. Cette fois, il ment pour sauver. Même les personnages secondaires restent gravés parce qu'ils ne ressemblent pas à de simples fonctions. Ugart tremble, avec ses lettres, comme s'il portait un trésor trop lourd pour lui. Ferrari parle comme un homme qui a déjà intégré la catastrophe dans son commerce. Sam joue la musique avec une douceur qui garde le passé de Rick à portée de main. Les jeunes réfugiés bulgares condensent en quelques scènes le prix intime de l'exil. Le film ne donne pas à chacun une grande trajectoire, mais il leur donne une présence. Et cette présence fait que Casablanca semble plus vaste que ses décors. On sait que beaucoup de choses sont construites, stylisées, contrôlées par le studio. Pourtant, la ville paraît pleine. Pleine de ruelles hors champ, de chambres d'hôtel, de bureaux, de files d'attente, de conversations secrètes, de gens qui n'entreront jamais dans l'histoire principale. C'est l'un des grands pouvoirs du cinéma classique quand il est maîtrisé. Faire croire à un monde entier avec quelques lieux, quelques visages, une lumière, un rythme. La musique participe à cette illusion. As Time Goes By n'est pas seulement un air célèbre. Dans le film, la chanson agit comme un déclencheur de mémoire. Elle n'explique rien par elle-même, mais elle transporte le passé dans le présent. Elle dit à Rick ce qu'il refuse d'entendre. Elle dit à Ilsa qu'elle ne peut pas entrer dans ce café sans réveiller Paris. Elle dit au spectateur que l'amour, ici, n'est pas mort. Il a été interrompu. Cette différence est capitale. Un amour mort peut être pleuré. Un amour interrompu continue de demander une réponse. Rick et Ilsa ne se retrouvent pas pour constater qu'il ne reste rien. Ils se retrouvent parce qu'il reste trop. Trop de désirs, trop de questions, trop de regrets, trop de circonstances. Et c'est justement parce qu'il reste trop qu'ils doivent renoncer. Le film n'aurait pas la même force si leur amour avait disparu. La scène de la Marseillaise fonctionne, elle aussi, comme une musique de mémoire. Mais cette fois, ce n'est pas la mémoire d'un couple. C'est la mémoire d'un peuple, d'une dignité, d'une liberté menacée. Entre ces deux chansons, Casablanca dessine son axe profond. La mémoire privée et la mémoire collective finissent par se répondre. Rick veut protéger son souvenir de Paris. Laszlo veut protéger la possibilité d'un avenir libre. Ilsa se trouve entre les deux, non pas parce qu'elle serait faible, mais
parce qu'elle a vécu les deux formes de fidélité dans son propre cœur. Et Rick, à la fin, comprend que le souvenir de Paris ne doit pas devenir l'ennemi de cet avenir. Il y a là une émotion rare, accepter que le plus beau moment d'une vie reste un moment, et non un droit éternel. C'est peut-être ce que beaucoup de spectateurs ressentent sans forcément le formuler. Casablanca parle à ceux qui ont un Paris intérieur. Pas forcément une ville, pas forcément une histoire d'amour identique, mais un temps où quelque chose semblait possible, puis s'est refermé. Le film ne nous dit pas de mépriser ce souvenir. Il nous dit qu'un souvenir peut rester précieux sans commander toute la suite de notre vie. Rick ne renie pas Paris. Il refuse seulement de sacrifier l'avenir d'autres personnes pour y retourner. Cette nuance donne au film sa noblesse. Une noblesse qui n'écrase pas le spectateur, parce qu'elle est enveloppée de dialogues vifs, de suspense, d'humour, de charme. Casablanca n'a pas besoin de ralentir pour expliquer sa profondeur. Il la laisse monter à travers les situations. Même son contexte de sortie ajoute une résonance particulière. Le film apparaît au cœur de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où la question de l'engagement n'est pas abstraite pour le public. Voir un personnage américain passer du cynisme à l'action avait alors une charge immédiate. Mais la force du film ne dépend pas seulement de son époque. Elle vient de la manière dont ce contexte historique est transformé en dilemme émotionnel. Le spectateur n'a pas besoin de connaître tous les détails géopolitiques pour comprendre Rick. Il suffit de comprendre qu'il veut rester en dehors, et que rester en dehors devient moralement impossible. Cette clarté rend le film accessible, mais jamais pauvre. Chacun peut entrer par la romance, par le suspense, par la guerre, par les personnages, puis découvrir que tout mène au même point. Le succès critique et la mémoire institutionnelle ont confirmé cette place. Casablanca a remporté l'Oscar du meilleur film, Michael Curtiz, celui de la meilleure réalisation. Et son scénario a aussi été récompensé. Mais les prix n'expliquent pas entièrement la survie d'un film. Beaucoup de films récompensés disparaissent peu à peu de la conversation. Casablanca, lui, continue d'être cité, imité, revu, transmis. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé une forme presque parfaite pour une émotion universelle. La rencontre entre le désir personnel et le devoir envers quelque chose de plus grand. Cette phrase pourrait sembler abstraite, mais le film la rend concrète à chaque instant. Ce devoir a un visage, Victor. Ce désir a un visage, Ilsa. Cette conscience blessée a un visage, Rick. Cette compromission a un sourire, Renaud. Cette menace a un uniforme, Strasser. Et cette liberté a un objet, les lettres de transit. C'est ce réseau de visages et d'objets qui donne à Casablanca sa lisibilité mythique. Le film ne perd jamais le spectateur dans de grandes idées désincarnées. Il nous donne toujours quelque chose à regarder, quelqu'un à craindre, quelqu'un à espérer. Même la célèbre abondance de répliques mémorables vient de là. Elles sont courtes, nettes, souvent élégantes. Mais elles sont surtout placées au point exact où le personnage ne peut plus parler autrement. Rick ne fait pas de poésie pour décorer la scène. Il cherche une phrase assez simple pour contenir une perte qu'il ne peut pas étaler. Renaud ne fait pas seulement un bon mot final. Il invente une sortie qui protège son ami et commence sa propre transformation. Les phrases restent parce que les situations les ont chargées. Et c'est pour cela que, même quand on connaît déjà la fin, le film fonctionne encore. Le suspense ne dépend plus seulement de savoir qui va prendre l'avion. Il dépend de la manière dont Rick va arriver à cette décision, de la manière dont chaque regard prépare le renoncement, de la manière dont le spectateur espère presque une autre issue, tout en sachant que l'issue choisie est la plus juste. Revoir Casablanca, c'est donc regarder un sacrifice se former. Au début, il est impossible. Puis il devient pensable. Puis il devient nécessaire. Puis il devient beau, sans cesser d'être douloureux. Cette progression est d'une précision redoutable. Le film ne demande pas à Rick d'être noble dès la première scène. Il lui donne le temps d'être amer, injuste, drôle, fermé, séduisant, contradictoire. Il lui donne le temps de nous faire douter de lui. Ainsi, quand il choisit enfin, ce choix a du poids. On ne célèbre pas une bonté automatique. On voit un homme reprendre possession de sa conscience. Dans beaucoup de récits,
le héros gagne en obtenant ce qu'il veut. Dans Casablanca, Rick gagne en comprenant ce qu'il ne doit pas prendre. Et cette victoire-là, plus silencieuse, est peut-être celle qui reste le plus longtemps. Car Rick ne devient pas un héros, parce qu'il a soudain trouvé une réponse simple. Il devient un héros parce qu'il accepte une réponse compliquée, une réponse qui le prive de ce qu'il désire, mais qui lui rend quelque chose de plus profond, sa propre cohérence. Au début du film, il disait ne pas se mêler des affaires des autres. Cette phrase avait l'air forte, presque élégante. Mais à mesure que Casablanca se déplie, on comprend qu'elle était surtout une manière de ne plus souffrir. Ne pas choisir, c'était ne plus risquer d'être trahi. Ne pas croire, c'était ne plus être déçu. Ne pas aider, c'était ne plus dépendre de la gratitude, de la loyauté, de l'amour ou de la vérité. Mais la guerre ne laisse pas toujours ce luxe. Dans Casablanca, la neutralité n'est pas détruite par un discours. Elle est détruite par des visages. Le visage d'Anina, prête à payer un prix intime pour sauver son couple. Le visage de Laszlo, qui continue de se tenir droit alors que tout le système veut le faire plier. Le visage d'Ilsa, qui porte la vérité que Rick réclamait et redoutait à la fois. Et même le visage de Renaud, ce miroir ironique qui montre à Rick ce qu'il pourrait devenir s'il poussait son cynisme jusqu'au confort total. Rick ne change donc pas parce que le monde lui explique ce qui est juste. Il change parce que le monde lui retire peu à peu toutes ses excuses. C'est une progression très humaine. Nous aimons souvent penser que nous prendrions la bonne décision dès le début. Casablanca est plus honnête. Il montre qu'il faut parfois de la colère, de la honte, du désir, de la jalousie, des souvenirs, des contradictions, avant qu'un être humain arrive enfin au geste juste. Rick n'est pas pur. Il n'est pas intact. Il n'est pas au-dessus de sa douleur. Et pourtant, quand le moment arrive, il fait ce qu'il faut. C'est là que le film atteint sa grandeur. Il ne demande pas aux personnages d'être parfaits pour mériter notre émotion. Il leur demande d'être capables de se dépasser au moment exact où leur faiblesse pourrait tout abîmer. Ilsa aussi mérite d'être regardée avec cette nuance. Pendant longtemps, certains récits ont préféré juger les personnages comme elle trop vite. Elle hésite, donc elle serait faible. Elle aime deux hommes, donc elle serait coupable. Elle ne décide pas seule à la fin, donc elle serait passive. Mais Casablanca est plus subtile que cela. Ilsa n'est pas une énigme à résoudre contre elle-même. Elle est une personne que l'histoire a placée dans une contradiction presque impossible. Elle a aimé Rick dans un monde qui semblait perdre Victor. Elle retrouve Victor vivant. Et ce retour transforme son amour, pour Rick, en blessure ingérable. À Casablanca, elle ne cherche pas à tromper tout le monde pour son plaisir. Elle essaie de survivre à des vérités incompatibles. Sa douleur vient précisément du fait que rien n'est faux. Son amour pour Rick est vrai. Son lien avec Victor est vrai. Le danger est vrai. La guerre est vraie. Et quand tout est vrai en même temps, choisir devient presque inhumain. Rick l'aide alors en prenant sur lui le poids de la décision finale. Mais il ne le fait pas pour l'effacer. Il le fait parce qu'il voit que l'avenir d'Ilsa avec lui serait contaminé par une dette morale impossible. Il la laisse partir non pas parce qu'elle compte moins, mais parce qu'elle compte trop pour être gardée au prix d'une faute. Victor, de son côté, donne au film une idée de courage qui peut sembler ancienne, mais qui reste puissante. Il ne cherche pas à être aimé par le spectateur autant que Rick. Il n'a pas le même mystère, pas la même blessure romantique, pas la même ironie. Mais il est nécessaire. Sa présence rappelle que certaines causes ont besoin de gens qui continuent, même quand l'histoire aimerait les réduire au silence. Laszlo est peut-être moins séduisant dans le sens trouble du mot, mais il est indispensable dans le sens moral. Sans lui, Rick pourrait choisir plus petit. Avec lui, Rick doit choisir plus grand. C'est aussi pourquoi la scène finale ne détruit pas la romance. Elle la transforme. L'amour entre Rick et Ilsa ne disparaît pas dans le brouillard. Il devient une mémoire sauvée de la corruption. Ils ne pourront pas vivre ensemble, mais ils ne détruiront pas non plus ce qu'ils ont été. Paris restera Paris parce que Casablanca ne l'aura pas trahi. Cette idée donne au film une mélancolie très particulière. Beaucoup d'histoires nous touchent parce qu'elles réunissent ceux qui s'aiment.
Casablanca nous touche parce qu'il ose dire que certaines séparations peuvent contenir plus d'amour qu'une fuite ensemble. C'est une vérité dure, et le film la rend acceptable seulement parce qu'il nous fait sentir le prix de chaque regard. Quand Rick dit adieu, il ne ferme pas simplement une histoire d'amour. Il referme la version de lui-même qui attendait encore, quelque part, que Paris lui rende justice. Il comprend enfin que justice ne veut pas toujours dire réparation. Parfois, justice veut dire ne pas transmettre sa blessure à d'autres. Voilà pourquoi la dernière marche avec Renaud a une légèreté si étrange. Le monde reste dangereux. La guerre n'est pas finie. Rick n'a pas retrouvé son ancienne vie, et il ne retrouvera probablement jamais l'innocence de Paris. Mais il avance. Il ne reste pas planté devant l'avion disparu. Il ne retourne pas se noyer dans son café. Il marche vers une conséquence, peut-être vers la résistance, peut-être vers une nouvelle forme d'engagement. Et Renaud marche avec lui. Cette alliance finale a presque le goût d'un sourire après les larmes. Pas parce que tout est résolu, mais parce que quelque chose vient de commencer. Rick a retrouvé son axe. Renaud a trouvé une raison de ne pas obéir. Les deux hommes quittent la scène comme si le film refusait de nous laisser uniquement dans la perte. La romance est finie, mais l'action morale continue. C'est cette combinaison qui rend Casablanca si difficile à imiter. Beaucoup de films peuvent reprendre le décor d'un café, le triangle amoureux, les ombres, les répliques élégantes, le départ d'un avion. Mais ce qui fait vibrer Casablanca, c'est l'équilibre entre le charme et la gravité. Le film sait être romanesque sans devenir naïf. Il sait être politique sans devenir un tract. Il sait être drôle sans désamorcer la douleur. Il sait être tragique sans écraser la vie. Tout y semble simple, mais presque rien n'y est plat. Même le noir et blanc participe à cette impression de mémoire. Les visages y apparaissent comme des souvenirs déjà légendaires, mais les émotions restent immédiates. Le regard d'Ilsa n'a pas vieilli parce qu'il ne dépend pas d'un effet. Le silence de Rick n'a pas vieilli parce qu'il vient d'une défense intérieure que l'on reconnaît encore. La chanson n'a pas vieilli parce que chacun comprend ce que signifie entendre revenir un passé qu'on croyait enfermé. Casablanca parle donc à plusieurs générations, parce qu'il touche une zone très stable de l'expérience humaine. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, des lettres de transit imaginaires. Quelque chose que nous pourrions utiliser pour nous sauver nous-mêmes, pour obtenir ce que nous voulons, pour fuir une situation, pour garder quelqu'un, pour fermer les yeux sur le reste. Et le film demande, doucement mais fermement, que faisons-nous de ce pouvoir quand une autre vie dépend aussi de notre choix? Rick répond à cette question en laissant partir l'avion. Il ne sauve pas le monde entier. Il ne met pas fin à la guerre. Il ne répare pas toutes les injustices de Casablanca. Mais il accomplit le geste juste qui se trouve à sa portée. Et parfois, dans un récit comme dans la vie, c'est ainsi que la dignité commence. Non par la promesse de tout réparer, mais par le refus de faire la mauvaise chose quand on pourrait facilement la justifier. C'est peut-être pour cela que la fin ne donne jamais l'impression d'un sacrifice vain. Rick perd Ilsa, mais il gagne la vérité de son acte. Ilsa perd Rick, mais elle part sans avoir détruit Victor. Victor quitte Casablanca avec une chance de continuer. Renaud abandonne, au moins pour cette nuit, l'obéissance facile. Le spectateur, lui, reste avec une peine claire, presque lumineuse. Une peine qui ne demande pas à être effacée. Parce que Casablanca n'est pas un film qui console en niant la perte. Il console en donnant un sens à la perte. Il nous rappelle que certaines choses ne nous appartiennent pas pour toujours, même quand elles ont été vraies. Il nous rappelle que le bon choix peut laisser une trace douloureuse, mais qu'une douleur portée avec honneur vaut mieux qu'un bonheur obtenu contre sa conscience. Alors, lorsque Rick et Renaud s'éloignent dans le brouillard, le film ne ferme pas seulement une histoire. Il laisse derrière lui une sensation rare, celle d'avoir vu un homme redevenir capable de vivre avec lui-même. Et c'est pour cela que Casablanca continue de se déplier. Encore et encore. On croit connaître le film parce qu'on connaît ses phrases célèbres, son café, sa chanson, son avion. Puis on le revoit et l'on découvre autre chose. Une hésitation dans un regard, une élégance dans un renoncement, une blessure derrière une plaisanterie,
Une ville entière suspendue à deux papiers. Un amour qui ne gagne pas en restant, mais en acceptant de partir. Au fond, Casablanca ne nous demande pas seulement de nous souvenir de Rick et Ilsa. Il nous demande de regarder ce moment précis où le désir se tait, où la conscience parle et où un homme comprend enfin que perdre quelqu'un peut parfois être la seule façon de ne pas se perdre soi-même.